Yo tout le monde, comment vous allez? Nouveau live sur la bonne idée. Aujourd'hui, je suis avec un invité, avec Thierry. Tu peux te présenter? Moi je suis Thierry, donc je travaille à la mission locale depuis à peu près une trentaine d'années. Du coup, on va réagir à un jeu que je pense que tout le monde connaît. C'est Assassin's Creed Unity, Open World, où ça se passe sur la Révolution française. Toi, je sais que tu es un peu calé, sur la Révolution française. La Révolution française va expliquer en gros tout ce qui va advenir de l'histoire du monde, même pourrait-on dire, jusqu'au XXe siècle. Elle aura une influence tout à fait importante sur la Révolution russe. Okay. Et donc par défaut sur la Révolution russe, sur la Révolution chinoise et comment dire, tout ce qui va être le système de perestroïka. Voilà. Bon, la Révolution française a changé le monde. Pas que le monde européen, elle a changé le monde occidental. Le monde entier? Ouais. En tout cas, elle a eu un impact. Ok. Te dire si elle a eu un impact sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire de l'Australie, je ne pense pas. L'Amérique latine, oui, parce qu'ils se sont revendiqués. Okay. L'Afrique, non, ça n'a pas eu d'impact particulier, mais tout ce qui a été colonisé par les Européens, on en ressenti les effets, plus ou moins vigoureusement. On va mettre le premier trailer, c'est parti. Napoléon? Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre. Est-ce qu'il y a des personnes comme tu vois Arnaud, pas Oui. forcément assassins, Oui. qui a eu des objectifs précis, comme sauver la Révolution, peut-être avoir une confrérie, tout ce... Alors, ça, moi je pourrais pas te le dire. On sait que normalement il y aurait toujours une influence de ce qu'on appelle les francs-maçons. Okay. On pense même que Robespierre en était un, que Napoléon en a été un. Donc le franc-maçonnisme, c'est une entité assez particulière. Bien que je pense qu'ils œuvrent pour le bien universel, autant que j'en sache, parce que je ne me suis jamais penché là-dessus, je ne pense pas qu'ils aient mis des clés ou des barres dans le fonctionnement de la Révolution française. Je ne pense pas qu'ils aient eu une importance voilà, telle qu'ils aient joué un jeu efficace sur le déroulé de la Révolution française. Okay. Après, savoir, tu disais s'il y avait des personnages clés, historiques. Ouais, qui ont fait peut-être pas seuls, mais qui ont aidé, qui ont eu une importance dans la fin de la Révolution française. Alors, la fin de la Révolution française, ça va être Madame Tallien, qui est simplement la maîtresse d'un homme politique de l'époque, qui, parce qu'elle va être exécutée, son amant de l'époque, Cambacérès, va faire en sorte de promouvoir le mouvement révolutionnaire qui va renverser Robespierre à l'origine de la terreur. Tout simplement, c'est une histoire de femme, pourrait-on dire. Okay. C'est ce qui a permis de mettre fin à ce qu'on appelle l'épisode de la terreur, mais pas l'épisode révolutionnaire. La Révolution française, elle dure en grand une dizaine d'années, de 1789 jusqu'à 1799, jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte devienne premier consul. Okay. Voilà, la Révolution française, c'est 10 ans. La Révolution française, elle vient de 2 points. On peut dire, alors, la base de la Révolution française, c'est la grande épidémie qu'il y a eu en 1788, c'est-à-dire que les récoltes sont mortes sur pied quasiment, et le fait que le trésor royal était en déficit. Il était en déficit essentiellement pourquoi? Parce qu'il était intervenu sur la guerre avec les insurgents, c'est-à-dire on a aidé la nation américaine qui n'existait pas encore à l'époque, contre l'Angleterre. L'Angleterre avec qui on a une vieille rivalité qui s'était finie en 1763, voilà, sur ce qu'on appelait la guerre de 7 ans où la France avait perdu énormément de colonies. Donc comme on a aidé les États-Unis, c'est le Trésor royal qui a aidé les États-Unis, là il n'y avait plus de ressources financières, donc on devait lever un impôt. Pour lever cet impôt, le roi avait obligation de convoquer ce qu'on appelait les États généraux. Et les États généraux, c'est simplement le peuple, enfin une partie, c'est des élus, qui sont élus et par le peuple, et par la noblesse, et par le clergé. Voilà, donc on ne sait pas les pauvres contre les riches, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bourgeoisie contre la noblesse.
c'est aussi en sous-main la lutte du frère du roi, voire du parti orléaniste contre le roi, pour simplement être roi à la place du roi. Voilà, tout simplement, comme on disait il y a quelques années à Damage Génération, ce qu'on appelait Is no good, le calife à la place du calife. On veut simplement voilà, changer de régime, mais à son bénéfice. On ne le voit pas on le voit pas pour un mieux-être de la population. Ok. Est-ce qu'il y avait autant de massacres qu'on peut le voir dans la Révolution française? Dans la Révolution française? La Révolution française, elle est pleine de massacres. Ouais. La Révolution française, elle est pleine de massacres, sachant que tu vois, par exemple, il y a eu ces exécutions, enfin moi j'appelle ça des exécutions, quand tu transfères des prisonniers, aussi bien des soldats qui ont obéi à des ordres, qui soutenaient la Révolution, entre guillemets, voilà, ont commis des exactions assez innommables. Il y avait aucun pardon, là, enfants, femmes, vieillards, voilà, tout passait à la trappe. L'histoire française, comme l'histoire du monde, c'est très très intéressant. Et connaître un peu l'ancien, ça permet d'expliquer le futur, ou le passé tout au moins. Et le passé pourra nous expliquer plein de choses dans le futur. Non, non, la guillotine n'a jamais été devant la... Au mieux, à un moment, elle a été devant ce qu'ils appelaient les Tuileries, mais après, bien sûr, après la chute du roi, mais ça n'a pas plu parce que les exécutions, il faut penser que c'est beaucoup de sang. Dans la grande période de la Révolution, c'est en gros 1300-1400 morts, sachant que sur la période de la Terreur, ce qu'on va appeler la Grande Terreur, sur Paris, c'est le même nombre de morts, mais que sur 45 jours. Oh. Ok. Voilà, donc tu vois, tu fais le ratio 45 par 1300 morts, ça veut dire à peu près voilà, 30 personnes tous les jours étaient guillotinées. Ah, c'est vrai. On est là pour découvrir, on s'enrichit à la découverte de l'autre. Donc moi, mes collègues qui sont aujourd'hui, mon collègue là, je m'enrichis à apprendre ce qu'il fait. Donc on s'enrichit tous. Comme disait un proverbe africain, mais c'est pas pour lui, parce que c'est un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ok. Donc, mais voilà, l'autre, c'est toujours important de discuter avec lui, de le connaître. On a toujours à apprendre quelque chose de l'autre. De toute façon, on a toujours à apprendre quelque chose. Il y a toujours peut-être quelque chose à apprendre de moi j'aurai toujours quelque chose à apprendre de toi. Ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Alors, là, je pense que juste à côté en plus. Hein, ouais, là, je vois que les personnes qui interviennent devraient être ce qu'on appellerait les membres du salut public, ce qu'on appelle, voilà, pour assurer la sécurité, mais... un 5v1 bien propre. Donc on voit qu'il a... Ouais, qu'il a résolu tous les problèmes. Qu'il a une belle épée. Voilà, qui date de 4 siècles avant, bien conservée, qui a l'air de bien couper. Quoiqu'à l'époque, au Moyen-Âge, on ne tranche pas de taille, c'est-à-dire tu ne tranches pas avec la lame, on ne tue qu'avec la pointe. Ah, je savais pas ça. Voilà, parce que tu ne coupes pas, au Moyen-Âge tu ne coupes pas. Si tu tapes sur le côté, c'est intéressant. Tu transperces. Tu vas casser des membres, ce qui est très bien casser des membres, parce que casser un membre, ça te permet de monopoliser 2 personnes qui vont en enlever une. C'est vrai. Tout simplement. L'histoire de la guerre, c'est une saloperie. Pourquoi tu as changé d'un coup, tu vois? Tu aurais mis en face je sais pas, un régiment d'archers face à un régiment avec des fusils. À mon avis, le régiment d'archers aurait largement gagné. Imagine qu'il y a 30 flèches dans ton carquois. En 3 minutes, tu t'es pris, je sais pas, tu as balancé 30 flèches. Tu as 100 bonhommes comme ça, tu fais la multiplication. Poor France is ill, and our city is a wound, inflamed by all efforts to heal her. Du coup, là, c'est la première question. Tu as dit que quand il a dit que le roi était corrompu, c'était dit que c'était faux. Donc, voilà, on ne peut pas dire que l'obstiné, je t'ai dit, il avait des idées qui lui étaient propres, mais c'est normal quand il reçoit une certaine éducation, quand il y a un certain milieu, c'est très difficile de se remettre en cause, je pense. Pour lui, de toute façon, et je pense, dans sa nature, il voulait le bien de la France, donc il a essayé. Oui, c'est ça. Il a échoué, voilà, il s'est pris, voilà, on n'a pas voulu forcément écouter son point de vue, ou on avait peut-être des personnes un peu trop radicales de l'autre côté. Corrompu, non, corrompu, ça veut dire que tu mets de l'argent de côté. Ouais. Le roi ne peut pas être corrompu parce que tout l'argent, entre guillemets, c'est le roi, c'est l'État.
C'est vrai. Oui. Voilà, donc, le roi n'a aucun intérêt à mettre de l'argent de côté, je veux dire, il ne pense pas à aller partir tout d'un coup dans un autre pays, ou voilà. Alors, est-ce qu'ils ont entendu corrompu par là, par les sommes qui étaient peut-être octroyées à son épouse, mais ce qui était prévu de toute façon, c'est des choses qui sont très réglementées, c'est-à-dire que la cassette royale, voilà, te donne tant pour telle année, même s'il y a eu des dépassements et on a dû couvrir, voilà. Mais voilà, c'est très très réglementé. Le Templier existait vraiment ou pas? Les Templiers ont existé, oui. Okay. Les Templiers sont apparus au XIe siècle. Et les Templiers, tu sais, ça a été créé, je ne sais plus par quel pape, pour la guerre sainte, hein, tout simplement. Voilà, c'était un ordre monastique qui a été envoyé en Terre Sainte essentiellement, mais qui après a amassé énormément d'argent et qui est devenu trop puissant pour le roi Philippe le Bel de France, qui a mis à mal le système et qui a fait exécuter le dernier grand maître, Hugues de Molay, en le faisant brûler. Parce que moi je pensais que les Templiers qui étaient dans le jeu, je pensais que c'était juste un truc qui a été ajouté dans le jeu pour faire chasser les ennemis. C'est des personnages qui ont existé. Le Templier a existé. Je crois même qu'il y a encore des ordres qui peuvent il y a des ordres qui peuvent se revendiquer des Templiers, parce que quand le temple a été dissous, il y a des personnes qui ont repris des commanderies. Alors, des ordres qui ont eu des commanderies en Espagne normalement, je crois, et au Portugal. Du coup, ça a été créé au XIe siècle, ouais. Templier. Avec les croisades, j'allais te dire. Je comprends maintenant, parce que dans tous les Assassin's Creed, oui. Du coup, ce qui peut être dans la Grèce antique, qu'il y en avait sur la Révolution américaine, etc., mais il y a à chaque fois les ennemis qu'on combat dans Assassin's Creed, dans n'importe quelle période, c'est des Templiers. Ben, c'est pas impossible qu'il y ait toujours des Templiers, comme il y a toujours des francs-maçons, tu vois. Donc c'est des ordres religieux. Le temple, c'est en même temps un mystère, parce qu'on te dit que tout le trésor du temple, on ne sait pas où ils sont. Beaucoup pensent que ça avait été envoyé aux États-Unis, en Amérique, comme on l'appelait à l'époque. Donc pour l'instant, ils ne savent pas. Ils savent que le trésor du temple, il y a de nombreuses charrettes, avant qu'ils soient arrêtés par Philippe le Bel, qui sont sortis de la commanderie du temple principal, mais on ne sait pas où elles sont passées. Okay. Donc ça ne veut pas dire que le pouvoir royal ne les ait pas interceptés à l'époque, mais tu vois, c'est toujours un système qui fait fantasmer. Est-ce qu'ils ont réussi? Pas réussi? Mystère. Mystère et boule de gomme. Voilà, c'est ça, comme disait Rouletabille. C'est ça, c'est ça. C'est quoi un marquis? Le marquis, c'est un titre nobiliaire. Dans la noblesse, en fait, tu as le chevalier, le baron, le comte, le marquis et le duc. Et au-dessus du duc, il y a le roi. Tout simplement, ça, c'est des ordres. Voilà. Et les princes, pardon. Entre les ducs et le roi, il y a des princes. Mais les princes ou les ducs peuvent être princes de, voilà. Est-ce que pour toi, le jeu est réaliste par rapport à la vraie vie? Ah, moi j'aime bien. Moi je jouerais sans aucun problème. Hein. Tu vois, moi c'est quelque chose qui me tente de faire. Après, toujours, voilà, il faut pas le regarder avec les yeux de l'histoire. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut les regarder tout avec les yeux du cœur. Voilà, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, voilà, c'est pas, je ferai pas plus. Si ça m'intéresse, je vais y jouer. Ça. Après, tu joues au jeu, après, vu que c'est un jeu, c'est là pour divertir la personne. Quand tu vas jouer au jeu, tu vas faire que des massacres, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, tu vois. Non, voilà. Et puis, je pense qu'ils ont fait une reconstitution assez fidèle à ce qu'ils ont de l'époque. Après, voilà, il faut que le joueur trouve un intérêt. Voilà. Si c'était pour tricoter au coin du feu, voilà, peu de gens joueraient. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour les gens qui nous regardent et qui veulent par exemple connaître l'histoire ou qui ne se connaissent pas trop ou qui ont du mal? Faites ce qui vous fait plaisir dans la vie. Si ça vous intéresse, vous irez tout seul, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez la cuisine, vous verrez la cuisine. Si vous aimez la culture, si vous aimez l'être humain, vous irez vers l'homme, la femme, vous irez vers le monde et vous ouvrirez votre cœur, c'est le principal.